avant que François Pérolle ne vienne nous parler d'économie, on va aborder le sujet économique brûlant. Vous savez, c'est l'Allemagne. On dit un peu tout et son contraire sur l'Allemagne. Et donc là, Isabelle Bourgeois va venir nous aider à y voir plus clair. Madame la chercheuse au CIRAC. Alors, c'est très gentil d'être venu ce soir. Avec plaisir. Non, il vous reste pas 0 minute. Hein, ils vont le relancer, le countdown. On va essayer de faire très simple. Il est 19h, les gens sont fatigués. On va prendre 5 idées reçues sur le fameux modèle allemand. Et vous allez me dire si c'est plutôt vrai, plutôt faux, plutôt pas du tout vrai, etc. D'accord. Idée reçue numéro 5, qu'on entend dans tous les journaux. L'Allemagne a eu le courage de faire des réformes structurelles. C'est vrai ou pas? Oui. Oui, c'est vrai. Mais il faut dire deux choses. Elle n'avait pas le choix. C'était en 2003, l'essentiel des réformes structurelles, le fameux agenda 2010 dont on parle dans la presse beaucoup ces derniers temps. L'Allemagne était acculée. Elle était considérée par le monde entier et l'Europe comme l'homme malade de l'Europe. Si l'Allemagne déclinait plus encore, elle amenait toute l'Europe à s'effondrer, économiquement parlant. Donc là, il n'y avait plus le choix. Quel était le problème? Ben, c'est le même que le nôtre actuellement. C'est rien d'autre. Il y avait un chômage énorme, incompressible, et qui n'arrêtait de progresser. Quelque chose de l'ordre de 5 millions de chômeurs, un chiffre historiquement élevé, et qui rappelait les sinistres passages de l'histoire. Vous aviez des prélèvements qui étaient tellement élevés sur les entreprises et sur le facteur travail, surtout, que les entreprises n'embauchaient plus, et que cela alimentait le chômage. Vous aviez un système, enfin une faible compétitivité industrielle. L'industrie avait perdu, après la grande crise industrielle mondiale de 93, pas mal de sa compétitivité. Elle était en train de la reprendre, mais enfin quand même, l'unité étant passée par là, c'était beaucoup pour l'économie allemande. Donc, elle était flappie pour parler français. Et puis, les dépenses sociales étaient extrêmement élevées, tellement élevées qu'elles bridaient la possibilité d'investir dans les secteurs d'avenir, à savoir la qualification, la formation, les infrastructures, par exemple. Bref, c'est un petit peu la situation que nous connaissons actuellement en France. Mais il y a une différence, et c'est le deuxième aspect. La situation était mûre à ce moment-là en Allemagne. Parce que ces problèmes n'étaient pas nouveaux. Ils ne sont pas nouveaux pour nous non plus. Ils ont commencé à se dessiner en 1982 en Allemagne, c'est-à-dire le deuxième choc pétrolier, à la fin de toutes ces années de miracles économiques, de grande prospérité, etc. Et le problème était le suivant. Je vais vous lire une petite citation qui pourrait être une citation française et dont on peut imaginer immédiatement l'obédience politique. Je cite. « Se cramponner à des prestations publiques qui ne sont plus finançables dorénavant a pour conséquence inévitable d'aggraver les problèmes de croissance et d'emploi et de plonger encore plus l'État dans un engrenage de répartition qui, en pénalisant toujours plus la performance et la prévoyance individuelle, entretient le développement d'une logique de revendication et d'une mentalité d'assister. » Cette citation date de 1982. Elle est du ministre fédéral des Finances de l'époque, un libéral. C'était le ministre des Finances du chancelier social-démocrate Helmut Schmidt. La coalition gouvernementale a éclaté à la suite de cette affaire, notamment de cette première tentative de réforme. Donc vous voyez, la situation a mis longtemps à mûrir avant que la décision passe dans l'opinion. Elle s'est faite petit à petit. En Europe, vous avez eu une étape aussi, nous avons eu une étape, c'était la fameuse stratégie de Lisbonne, lors d'un sommet européen en 2000. Tous les États européens qui ont à peu près les mêmes modèles de protection sociale, les mêmes modèles bismarckiens, se sont retrouvés dans la même situation. C'est-à-dire que ce modèle de répartition, auquel nous tenons tous, la France là aussi, comme tous les autres, est assis sur le travail, c'est-à-dire il est payé par le travail, par l'employeur et par le salarié. Seulement, il remontait à une époque où il était encore finançable. C'était les débuts de l'industrialisation. Et cette logique-là de financement par le travail n'était plus prolongeable dans l'état actuel des choses, et notamment face à un stock de chômage. Et la stratégie de Lisbonne, que nous avons signée aussi, nous en France,
disait qu'il fallait, pour redynamiser la compétitivité de chacun des États membres et donc de l'Union européenne, il fallait mener des réformes structurelles et notamment remettre à plat, c'est-à-dire moderniser notre système de protection sociale. Pourquoi faire ? Dans l'objectif de le pérenniser. C'est ce qu'a osé faire l'Allemagne avec les réformes Schröder en 2003. Le moment était mûr, vous voyez, il y a eu un long cheminement pour qu'enfin on ose les aborder. Seulement elles ont été abordées collectivement. Les partenaires sociaux ont, longtemps avant, mis du leur dans ces réformes en menant une politique de règles d'or au sens tarifaire, c'est-à-dire hausse des salaires toujours légèrement inférieure à la productivité, de manière à donner aux entreprises la marge de manœuvre pour pouvoir investir, se développer, croître et embaucher. Donc ça, c'était le préalable, et avec une grande opération de flexibilisation, notamment du travail. Il faut faire gaffe au chrono. Idée reçue numéro 4. Donc, si je vous ai bien suivi, il y avait une question de maturité de l'Allemagne qui a commencé en 82, ils s'y sont mis vers 2003. Donc, comme on commence à en parler, ça devrait être vers 2034 pour la France. Voilà, pour ceux qui. Donc, idée reçue numéro 4. On peut accélérer. On peut toujours accélérer. Il y a un Allemand qui a écrit Accélération, il s'appelle Hartmut Rosa, très grand bouquin, je vous encourage. Idée reçue numéro 4, l'Allemagne s'en sort grâce à sa production haut de gamme. En gros, ils auraient des BM et on a des Dacia. Est-ce que c'est faux ? Non. Bon, en dehors des idées reçues. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là aussi, c'est les mêmes problèmes qu'on a en France et en Allemagne. 93, grande crise mondiale de l'industrie, et qui a touché particulièrement de front l'automobile. Alors, les Allemands ont souffert, ça vous imaginez, les Français également. Mais ce qui s'est passé derrière cette crise, c'est bien autre chose. C'est la montée en puissance des économies émergentes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, chez les détracteurs, la mondialisation, ou en économie, la globalisation des activités. C'est-à-dire que, tout à coup, et les Allemands l'ont ressenti très crûment chez eux, ils ont senti ce que c'est que la concurrence d'entreprises coréennes, chinoises ou autres, qui commençaient à se mettre en place, qui sont venus leur prendre leur part de marché sur leur propre marché, en produisant des produits de masse, par exemple. Mais du coup, ils étaient exposés parallèlement à la même concurrence féroce sur le marché mondial. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Et c'est là que l'Allemagne, les entreprises allemandes ont bien réagi. Ça relève uniquement des entreprises, de rien d'autre, et de personne d'autre. Il y avait une première réaction que me sortent les étudiants. Quand je parle de concurrence, ils me disent qu'est-ce qu'on fait ? On va baisser les prix. Ah non, c'est absurde. On ne va pas produire les mêmes produits avec les mêmes coûts salariaux et essayer de les vendre plus bas. C'est impossible en Allemagne. Pays à haute qualification et à haut salaire. Quelle est la solution ? C'est ce qu'ont fait les entreprises allemandes et notamment l'industrie, se recentrer sur le cœur de métier, sur le cœur de compétences et regarder ce qui manque sur le marché. Quel est l'élément indispensable que personne d'autre ne sait faire, que personne d'autre ne sait produire, et toujours rester le nez face à la demande du client individuel et de la clientèle, de la demande mondiale. Et c'est comme ça que petit à petit sont nés ces fameux Hidden Champions et ces fameuses entreprises du Mittelstand qu'on admire tant en France. Justement, troisième idée reçue, c'est l'idée que l'Allemagne a un tissu de PME et de TI beaucoup plus dense qui les porte. Ça a été dit dans la journée, alors j'ai pas une super mémoire des chiffres, mais je crois qu'en gros, l'entreprise moyenne en France fait 14 salariés et 41 en Allemagne, je crois que ça faisait un palindrome comme ça. Et oui, en gros, ce qui a été dit par Sophie Peder et d'autres, c'est que nous, on peut être effectivement extrêmement fiers de notre 440 qui nous porte, mais que derrière, il y a une espèce de grand désert avant d'arriver vers de toutes petites entreprises, alors que l'Allemagne, aujourd'hui, elle peut s'appuyer sur beaucoup de champions. Oui, alors bon, il y a bien sûr le DAX 30, l'équivalent du CAC 40, mais c'est, je vais parler anglais, peanuts à côté de la réalité du terrain. Les entreprises allemandes sont toutes des PME, ou presque. Les ETI, c'est un rêve français, j'en ai compté quelque chose comme 2000 au total. Ça, c'est un rêve. Ce sont majoritairement des entreprises qui ont un CA de moins de 50 millions. Ce n'est pas énorme, c'est la grande majorité, et ce sont eux qui sont les leaders mondiaux, essentiellement. Ce n'est pas la taille. Et ce n'est pas la taille non plus de la PME qui fait la force de ce fameux Mittelstand allemand. Je rappelle juste en passant un chiffre, c'est le seul que je citerai ce soir, 99,7, j'adore la virgule dans ce cas-là, 99,7% des entreprises allemandes sont des PME, c'est-à-dire entrent dans la catégorie des petites
Même définition qu'en France, mais si on prend celle d'Eurostat. Bien, passons. Alors, qu'est-ce qui fait leur force? C'est d'abord le fait qu'il y ait polycentrisme des activités. Il n'y a pas de centralisme, il n'y a pas une capitale qui écrase les activités aux alentours. Elles sont partout, elles sont dans les zones rurales aussi, il y en a partout. C'est la vie, ça fait partie de la vie, c'est normal qu'il y en ait. Première chose. Mais ce qui caractérise leur force et qui fait une entreprise du Mittelstand, c'est non pas la taille, c'est le fait que juridiquement et commercialement à la fois, il s'agit d'entités autonomes. C'est-à-dire ce ne sont pas des succursales ou des filiales où elles n'ont pas un seul client. Ce qui les caractérise ensuite, comme il s'agit essentiellement de familiales, même si c'est la première génération, c'est moi qui mets mon patrimoine dans l'entreprise, elles ont une stratégie orientée au long cours, qu'on appelle développement durable en allemand, et c'est le vrai sens d'ailleurs de développement durable. Et puis, du coup, un mode de gouvernance. Et puis elles ont, ça fait drôle quand on le dit en France, des valeurs. Elles ont des valeurs qui sont ancrées dans le droit. Et il y a un article dans la loi fondamentale, parmi les droits fondamentaux, qui dit « propriété oblige », c'est-à-dire que l'individu a droit à son patrimoine, à le faire fructifier, bien évidemment, mais dès lors qu'il crée une entreprise avec ce patrimoine, il contracte avec la société, et donc il a des devoirs également. Le devoir de faire prospérer son entreprise, d'occuper des salariés, ce qui implique aussi pour les salariés des devoirs et des droits. Le droit d'avoir un bon travail, un bon salaire, mais le devoir aussi de faire prospérer l'entreprise, communauté de destin, dans l'intérêt de tous. Donc, ce qui caractérise finalement ces fameuses ETI qu'on cherche à compter en France, ou ces PME, c'est une culture. Il faut juste qu'on fasse très attention parce qu'on est censé avoir terminé. Idée reçue numéro 2, c'est évidemment le revers de la médaille, c'est que l'Allemagne compte des millions de travailleurs pauvres. C'est ces fameux jobs à 1 euro qu'on entend tout le temps. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est mon argument préféré. C'est un argument de campagne électorale en Allemagne, et c'est en France l'argument de tous ceux qui sont contre toute réforme de la protection sociale et qui ont, en France, et qui ont besoin de construire un anti-modèle social allemand. Alors, regardons le social allemand. Vous avez quasi plein emploi, un taux de chômage de l'ordre de 6% actuellement. Socialement, c'est important, ou sociétalement, c'est important. Il y a 3 générations au travail, ce qui est bon aussi pour les caisses de protection sociale, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, il n'y a pas de chômage de jeunes. Oui, bien. Alors, s'ils ne sont pas au chômage, mais avec des jobs à 1 euro, ce n'est pas vraiment un progrès. Donc, on va faire... Attendez, on va faire... Je vais détricoter l'amalgame qu'on fait en France. Job à 1 euro, c'est une mauvaise appellation, effectivement. Il s'agit de mesures d'insertion. Ce ne sont pas des emplois, et le 1 euro n'est donc pas un salaire. Ce sont des mesures, comme ça existe en France aussi, simplement qui sont destinées à ceux qui sont difficiles à replacer en emploi, pour des tas de raisons, et il y en a 150 000 par an actuellement. Donc ça, c'est un cas tout à fait particulier, ça n'a rien à voir avec le marché du travail. C'est de la politique sociale. Ensuite, vous avez en France l'autre argument qu'on aime bien, et qu'aime bien aussi l'extrême gauche allemande, à savoir les fameux jobs à 400 euros. 400 ou 450 maintenant. Ah, l'affaire Amazon est passée par là, en France aussi. Bien. De quoi s'agit-il? Ben, ma foi. Alors, combien il y en a? Il y en a 7,4 millions. J'ai quand même regardé le chiffre. Dont 5 millions de personnes pour qui c'est l'unique emploi. Maintenant, attendez, il faut regarder qui c'est. Qui c'est qui les occupe? Il y a 2 catégories. La première, c'est les étudiants qui se payent ainsi leurs études, entre autres. Les épouses qui arrondissent les fins de mois du ménage. Et là, il y a des incitations fiscales, parce qu'au-delà de 400 ou 450 euros par mois, ce n'est pas intéressant de travailler pour l'épouse, parce qu'on entre dans une autre tranche d'impôt sur le revenu. Et puis, vous avez les retraités qui mettent du beurre dans les épinards. Ça, c'est l'écrasante majorité. Ensuite, vous avez un certain nombre de demandeurs d'emploi qui sont indemnisés au titre de la fameuse loi Hartz IV, connue en France aussi maintenant, enfin, pas connue, mais on en connaît le nom, et qui aide des demandeurs d'emploi qui n'ont pas d'autre solution, qui n'arrivent pas à subvenir à leurs propres besoins, à vivre et à chercher un emploi. Ceux-là ont le droit, et c'est l'équivalent du RSA activité français, ont le droit d'occuper un petit boulot en parallèle
pour leur permettre ou leur faciliter leur réinsertion, pour rendre attractive la reprise dans l'emploi. C'est ça, les jobs à 400 €. Alors, il y a quelques cas isolés où, effectivement, il y a des gens qui vivent uniquement de ça. À ce moment-là, ils vont les accumuler. Sachant que, j'ajoute ça à la fin, et j'ai encore une phrase après, le marché du travail est ouvert à quiconque a les qualifications requises. Et donc, pour permettre aux gens de trouver un bel emploi, un beau CDI, etc., il y a une offre pléthorique de formation, de qualification. Donc, ce sont des épisodes, finalement, dans les biographies. Et ce n'est pas du tout ce qu'on croit en France. Alors... L'idée reçue numéro 1. Non, je dis d'abord celle-là, parce que c'en est une aussi. Ah bon. C'est un choix de société. Le système, c'est la déclinaison des réformes, et je viens à la vôtre tout de suite, c'est que l'Allemagne a préféré, y compris par les réformes, la participation sociale à l'exclusion. C'est ça le but des réformes, et c'est ça aussi le but de la facilitation de ces petits boulots. Alors, dernière question. Dernière question, mais vraiment d'une phrase de conclusion, parce que c'est la grande tarte à la crème, mais comme ça va nous permettre de trancher le débat politique, puisque comme ici on n'invite pas les politiques à parler, vous allez nous faire ça d'une phrase magistrale. Il suffirait de s'aligner sur les standards allemands pour que tout reparte en France? Je dois répondre? Non, c'est absurde, bien évidemment. Par contre, on peut s'inspirer du cas allemand, s'inspirer non pas des institutions, etc., c'est une autre culture, il y a d'autres institutions, c'est pas pareil. Mais regardez comment ils font. Comment ils ont fait pour créer cette cohésion sociale, comment créer cette adhésion à un cap de réforme qui a été quand même très, très douloureux pour les porte-monnaies de chacun. C'est lié à une information systématique, et là on pourrait peut-être en prendre un exemple, c'est-à-dire demander à nos médias de faire un peu plus d'informations factuelles et systématiques sur les vrais enjeux, et notamment les vrais problèmes économiques et sociaux que nous avons, au lieu de faire du entertainment. Je vous ai apporté, c'était la fin, une carte d'Europe. Vous vous demandez ce qu'elle fait là. C'est dommage, j'en ai pas trouvé de belles sans les frontières. Mais à regarder l'Allemagne, nous pouvons en tirer une conclusion. Il n'y a pas de village Astérix. Sur la France, il manque la petite loupe avec le village Astérix. Oser regarder l'économie allemande, ça veut dire, en fait, si on y arrivait, oser regarder tout simplement comment font les autres. Pas seulement les Allemands, comment font les autres. Si on arrive à faire ça, oser regarder comment font les autres, ça veut dire que nous osons regarder nos propres problèmes en face et que nous pourrons les affronter. C'est ça que veut dire oser regarder l'altérité. Et c'est ça peut-être la meilleure leçon que nous pouvons retirer de l'Allemagne. Et puis peut-être à destination de nous-mêmes, une leçon aussi. On ne peut partager de richesses que si on les a créées d'abord. Et le modèle économique et le modèle social ne font qu'un. Ils ne sont pas antinomiques. Et c'est pour ça que l'Allemagne a réussi, et c'est pour ça qu'elle a osé faire ses réformes. Merci. Merci Isabelle.